Bonjour. Bonjour Daniel. Ça va? Ouais, je voulais juste savoir comment on met le fond d'écran. Est-ce que tu t'es connecté en ligne par le navigateur ou est-ce que tu t'es connecté avec l'application? Avec le lien que j'ai reçu. Ouais, mais est-ce que tu as ouvert Zoom comme logiciel ou est-ce que tu es en ligne? Parce que quand tu es en ligne, tu ne peux pas chercher de nouveaux fonds. Essaye, quand tu vois sur ton image, tu as trois petits points. Ouais. Ok, Tu vois ouais. dans les, Petit point, oui. Choisir choisir, une virtuel, ok. choisir un fond virtuel. Et là, si tu es connecté avec ton logiciel, tu vois fond virtuel, filtre vidéo et tu as un petit plus. Dans ce petit plus, c'est là que tu pourrais éventuellement, par contre, ah non, c'est bien, ok. Dans ton Aller sur petit mon plus, partage, ok, super. ouais. Je devrais trouver. Bon, je fais des dernières modifications Super. des dernières minutes, mais bon, ce sont des choses à la marche. Ok, donc je ferme là-dessus. Tu me dis si ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon, Daniel, tu me vois, nickel? Oui, je te vois. Tout va bien mon truc ou tu le vois à l'envers? Euh, je- Le tien, non, c'est bon, comme C'est moi? bon? Ok. Non, parce que ça se voit que moi, je me vois à l'envers. Je vais mettre un petit peu plus Ah oui, on voit. les tiennes aussi. Je pense que tu dois le voir à Voilà. l'envers. Moi, je le vois bien. Je Bon, te voilà. laisse mener la danse, hein, d'ailleurs, hein. Oui, 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 mais n'hésite pas, parce que quand je m'emballe à parler, je parle, hein. Alors, n'hésite pas à m'interrompre directement, nous dire, voilà, dès que j'écoute que tu as des choses à dire, voilà, je me Ça tais. marche. Bon, ben, ok, On bon, on verra? attend tranquillement les uns et les autres venir. Ouais. Je ne sais pas si Inès sera là ou non, mais bon, on verra. Pour le moment, on en est 8. Bonjour à vous. Bonjour, Valentin. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, voilà. Ok, il y a une proposition de l'organisation de Sinov qui dit d'attendre jusqu'à 8h35, le temps que les gens arrivent, et on démarre à ce moment-là, même Bien si sûr, on les est réunions. entre nous. Ouais? Ok, bon, on attendra. Ok. J'ai Clovis, si jamais on avait besoin de montrer quelques visuels, il interviendra selon le temps, Ça marche. ok? Qui est en ligne. C'est pas le visuel le plus important, mais ça peut des fois parler un peu plus. Oui, tout à fait. Bonjour, Bonjour Didier. vous allez Bonjour bien? Didier. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien de personnes avaient confirmé l'inscription. Je vois qu'Inès est là sur le chat. Peut-être aussi 18. Ok, merci.
Pas rien. Non, non, ferme, ferme. Merci. Vous êtes d'accord, on attend 2 minutes? Non, bon, on attend 35, Ouais, comme le processus. ouais, tout à fait. Bon, là, on imagine qu'on prend un café. Virtuel. Voilà, exactement. Il fait pas de mal, celui-là. Alors, je peux commencer à faire mon partage d'écran déjà. Oui, bonjour Daniel, bonjour Bonjour, Bonjour Benoît. Pierre. bonjour Pierre. Voilà, je mets ma mode présentation. Normalement, ça devrait aller. Bon, voilà, il y a des gens qui arrivent. Bon, on commence en douceur, les temps qui arrivent, les gens qui restent dans les 2-3 minutes qu'on s'est donné pour démarrer. Et voilà, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle action des Sinov, de la Fédération Sinov. Et comme on dit, Sinov, c'est l'esprit indépendant. Et les collectifs des esprits indépendants, des petits bureaux d'études, petites boîtes de conseil. On va faire une présentation sommaire tout à l'heure. Et comme je disais, c'est une nouvelle action qui s'appelle les petits déj d'Ubim. Cette première séance, en effet, c'est un cycle que nous avons décidé de mettre en place. Cette première séance est dédiée à une vision stratégique du BIM, à voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à la façon d'intégrer les BIM ou que les BIM soient de support à la réflexion sur la stratégie de développement d'une entreprise au sens large, entreprise, société de services, activité professionnelle. Ouais, ces petits déjeuners ont une durée d'1 heure. Ouais. L'organisation, aujourd'hui, les petits déjeuners d'aujourd'hui, ça va être animé par Benoît et pour moi. Je te laisse te présenter, Benoît, je profite. Ok, ben voilà, donc membre de Sinov depuis bientôt une quinzaine d'années, j'imagine à peu près, et membre aussi du GTBIP, un groupe de travail depuis quelques années sur le sujet. Et je dirige un bureau d'études qui s'appelle Phaseo, qui est principalement orienté électricité et énergie renouvelable, et nous arrive de faire ponctuellement des missions fluides. Et on a bien intégré depuis le BIM depuis plusieurs années, avec les avantages et les inconvénients que ça apporte. Et moi, je suis Daniel Aranovich, je dirige une société de conseil qui s'appelle Stratarchi, spécialisée dans les conseils en management avec une orientation BIM, avec des missions d'AMO, des conseils, d'accompagnement, de déploiement de BIM dans différents types de structures, aussi bien pour la maîtrise d'œuvre que pour la maîtrise d'ouvrage, depuis aujourd'hui 6 ans. Et depuis décembre 2021, je pilote le groupe de travail BIM et transition numérique de la Fédération Sinov. Ouais. Ces petits déj de BIM, comme on avait dit, c'est un cycle qu'on démarre aujourd'hui. L'idée, c'est de donner priorité à la compréhension du BIM. Ouais. Ce cycle n'est pas imaginé comme des webinaires pour des geeks. Ouais. C'est vraiment essayer de rapprocher les TPE et les PME au BIM, parce qu'en gros, on est convaincu que ça va arriver. On est convaincu que la question ne se pose pas est-ce qu'il faut y aller ou non, la question c'est quand et comment. Alors, on a décidé, du côté du groupe de travail BIM et transition numérique et au sein de Sinov,
de faire ces rencontres-là pour rapprocher les TPE-PME qui ont du mal peut-être à comprendre tous les contextes théoriques et tous les contextes techniques qu'il y a autour de BIM et parler d'autres choses qui ne soient pas tout simplement logiciel, export, import, maquette numérique, mais des choses plus proches à notre problématique quotidienne. Ouais. C'est un espace d'échange. Il est conçu avec une présentation sur une thématique et après donner de la place à l'échange entre ceux qui sont présents, justement c'est ça l'idée. Ouais. Et on vous propose de faire ça avec bienveillance et sans dogmatisme et surtout sans lobbying. Personne ici vient imposer quoi qu'il soit, personne vient imposer une marque, un produit ou quoi qu'il soit. Ouais, c'est vraiment un espace libre de toute influence des entreprises du milieu. Ouais. On va faire une présentation d'une quinzaine de minutes. Ouais. On vous propose de faire des échanges, des questions-réponses pour un petit peu plus d'une demi-heure et après essayer d'attirer des conclusions dans une dizaine de minutes. Et nous vous invitons pendant ces 15 minutes-là, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, commencer à poser vos réflexions dans les chats du Zoom. Oui, question qu'on puisse la récupérer directement, mais n'hésitez pas à réagir par les chats en forme directe. Et on va, avec Benoît, vous remercier de nous donner cet espace d'échange, oui, et de présentation pendant 15 minutes. Et après, on compte sur vous pour échanger. La Fédération Sinov, c'est une fédération des syndicats. Oui, il y a une structure par syndicat, ça veut dire par métier, et une structure régionale, une organisation régionale, c'est-à-dire chaque région a ses représentants. Ouais. Et principalement, ce sont des TPE, PME qui adhèrent à notre fédération. Ouais, à notre organisation. Et dans les BIM, voilà, on a notre groupe de travail BIM et transition numérique, qui est un groupe de travail fédéral, oui, qui réunit différents syndicats qui sont représentés. On a réalisé et on est en train de réaliser, ça finit le Rex BIM Tour, oui, et on participe à Eden Construction au plan BIM 2022 qui a été prolongé, maintenant va commencer à s'appeler plan BIM 2024. Si on rentre sur le vif du sujet, voilà la première chose que l'on vous propose et on vous propose de réagir par le chat. Ouais. Ça, c'est une espèce de, on l'appelle ça brise-glace. Oui. On aimerait bien savoir qu'est-ce que ça vous inspire, les BIM. N'hésitez pas à mettre sur le chat les numéros de l'émoticône qui vous parlent le plus. Si vous voulez, voilà, il y a les 5. OK, voilà, ça donne des étoiles. Les 4, quelqu'un a kiffé, ça fait réfléchir. Oui, effectivement, les BIM, ça fait réfléchir. Ça fait rêver, ça fait réfléchir. D'autres, voilà, oui, effectivement. C'est bien parce que l'objet justement de cet espace, c'est de faire réfléchir. Quelqu'un, voilà, il y a Patrick qui dit qu'effectivement, c'est un espace pour les geeks. Si je comprends bien, c'est ça l'idée de cet émoticône-là, effectivement. Mais oui, faire rêver, il faut réfléchir et il est perçu comme un espace pour les geeks. C'est un peu ce qu'on retient comme conclusion des réactivités de ceux qui sont présents. C'est une façon de voir les choses et je pense que c'est intéressant d'avoir ces 3 perceptions-là justement dans le cadre de ces petits déj parce que c'est tout à fait en ligne avec ce que nous on pense pourquoi faut-il aller. On se trouve dans quel contexte? J'essaye de regarder l'heure, voilà, il ne reste que 5 minutes, non? Les BIM au centre partage de l'information. Pour nous, il faut considérer voilà, que les BIM est défini comme un processus de travail qui est, je pense que vous l'avez écouté plusieurs fois, sur le travail collaboratif et l'interopérabilité. Ouais, travail collaboratif, ça signifie pas seulement échanger et travailler ensemble, comme on est habitué depuis longtemps à le faire dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, mais effectivement à travailler sur un support commun.
C'est ça l'idée du travail collaboratif, de construire un seul ouvrage d'une façon collective. Oui, et pour ça, il faut que nous puissions tous travailler sur le même produit, chacun avec ses outils. Il y a plusieurs évolutions qui sont liées à cette nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon d'organiser le travail. Il y a des évolutions du point de vue commercial. Oui, il y a l'évolution de la demande et l'adaptation de l'offre, des routines et des techniques, c'est-à-dire que la chaîne de production, l'organisation de la chaîne de production change. Oui. Ça change le rapport avec nos partenaires, oui, et ça change la façon de travailler. C'est que d'un point de vue humain, il est dernier dans cette liste, mais pas dernière dans les intérêts du BIM ou dans les contraintes ou dans les enjeux du BIM. Il ne faut pas les nier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, il y a un observatoire, vous savez là les liens publiés par le plan BIM 2022, oui, qui nous montre une radiographie actuelle de qu'est-ce qui se passe avec les BIM en France. Oui. 48% des acteurs du bâtiment sont convaincus que les BIM ont un intérêt. Oui, ils veulent y aller. Oui, ça a évolué dans 200 de 10%. Oui, et il y a un recul de 20% en 200 par rapport aux acteurs qui n'utilisent du BIM. C'est-à-dire qu'il y a moins de réfractaires, plus de convaincus. C'est ça qui commence à se passer. Oui, ça, c'est les contextes dans lesquels on se retrouve aujourd'hui. Alors, on va traiter maintenant 3 sujets principaux, oui, sur lesquels, encore une fois, je vous invite à réagir. Il y a d'abord l'évolution de la demande. Oui, c'est-à-dire il y a un contexte réglementaire actuel, vous savez bien, je pense, le BIM n'est pas obligatoire, mais dans le contexte du marché public, les codes du marché public, le BIM peut être exigé. Il n'y a pas d'explication à donner, sauf justifiée, pour que les marchés publics exigent du BIM. Les marchés privés, vous savez bien, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des nouveaux CCH qui ont été approuvés en 2000, si je ne me trompe pas, 2021, et pour lesquels les BIM est intégré dans 2 de ces CCH, travaux et maîtrise d'œuvre. Ouais. Encore une fois, données du plan BIM 2022, ouais, les donneurs d'ordre demandent ou exigent de plus en plus de BIM, oui, et 17% des acteurs de la filière ont déployé des actions de transition. C'est-à-dire là, on parle de la transition numérique qui commence à s'imposer. Vous savez, je ne sais pas si ma petite écran d'image bloque cette image, voilà. Vous voyez que la demande a évolué de 12% par les maîtres d'ouvrage et privé, de 20% dans la maîtrise d'ouvrage public, oui, et de 30% dans la maîtrise d'œuvre. C'est pour ça qu'on dit la tendance, c'est qu'on y va. La question, ce n'est pas est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, sinon quand et comment. Deuxième sujet que nous avons abordé, la chaîne de production. Oui, il y a un changement d'habitude dans les modalités des processus de production. On modélise les informations, il y a cette maquette numérique, on a parlé de ces supports partagés. Oui, il y a des informations partagées et c'est une œuvre collective. On la construit entre tous. Il faut s'habituer à travailler d'une façon collaborative, d'une façon différente. C'est plus j'envoie mon DWG et l'autre fait ce qu'il veut, c'est plus j'envoie mon PDF, j'envoie mon doc et l'autre fait ce qu'il veut. Il faut qu'on construise tous cet ouvrage collectif. Et à ça, il faut s'habituer. C'est pour ça qu'on a ce partage d'informations et cet échange d'informations qu'il va falloir organiser. Et il faut savoir qu'il y a des outils métiers pour ça. L'outil qu'utilise l'architecte, ce n'est pas le même que celui qu'utilise les bureaux d'études fluides, ce n'est pas le même qu'utilisent les bureaux d'études de structures. Mais tous ces outils-là doivent pouvoir dialoguer pour construire cet ouvrage collectif. Tout ça, c'est une nouvelle méthode de production. La chaîne de production change. Et à ça, il va falloir s'habituer. Et il y a un enjeu par rapport à notre réseau de partenaires et notre réseau de clients.
On a vu la demande évolue dans les secteurs privés et dans les secteurs publics. De plus en plus, il y a demande de BIM. De plus en plus, il y a des acteurs qui rentrent dans cette nouvelle méthode de travail. Ouais, ça veut dire, là, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que se passe si un client, pour moi, stratégique, me demande de BIM et je ne sais pas répondre? Qu'est-ce que se passe si un partenaire stratégique qui a l'habitude de m'accompagner ne veut pas rentrer dans les BIM? Et tout ça nous amène à faire toute une réflexion sur qui va me l'exiger, qui va m'accompagner et comment est-ce que je fais pour suivre cette vague. On ne peut pas être aveugle face à ces changements qui arrivent du côté du donneur d'ordre, des co-traitants et des fournisseurs ou sous-traitants. C'est pour ça que cette BIM Café vous invite à réfléchir à tout ça, plus que problèmes techniques, des logiciels, des formations. Ce n'est pas ça la question essentielle. Ça viendra plus tard. Voilà, ça on verra plus tard, effectivement. Il y a, comme on disait, c'est un cycle avec des sujets qui vont venir par la suite. Mais on vous invite à réfléchir à cette idée plus stratégique. Quels sont les enjeux au niveau stratégique? Oui, Benoît? Et prise de décision. C'est le but de ce web café, c'est vraiment intégrer l'aide à la prise de décision, parce que c'est un investissement humain, logiciel, organisationnel, et d'envie de prendre le pas ou pas, même si on est convaincu qu'il faut le faire. Et il faut voir de quelle manière et se rendre compte que cet investissement est un investissement gagnant. Il faut juste se donner les moyens et comprendre le besoin. Comme l'évoque Daniel, la présentation que l'on a, même si, comme il l'évoque, c'est savoir l'exiger et se faire accompagner, le suivre, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire du BIM, enfin, on peut le faire, mais c'est mal fait, si chacun utilise une méthode différente. Donc, il faut vraiment que l'on travaille en collaboration, puisque c'est le terme aussi du BIM, sur les mêmes avec des métiers différents, entre l'architecte, le fluide, le plombier, l'électricien. Il y a vraiment des outils métiers qu'on peut développer, ou sans, puisqu'on peut développer soi-même certains sujets. Mais le BIM, c'est une nouvelle façon de dessiner, de concevoir. On va dire que le bâtiment, on ne le dessine plus, on le construit directement dans nos études, dans nos réflexions. Normalement, si le BIM est bien fait, lors de la construction, il n'y a aucune surprise. Il n'y a pas de marge d'erreur. Bon, il y a toujours des petites choses, hein, je vous rassure. Mais normalement, il n'y a aucune marge d'erreur. Et c'est vraiment un gain et pour les constructeurs et pour les concepteurs. Si on peut éviter des conflits inutiles, ben là, ça fait partie de l'utilisation du BIM pour éviter certains conflits de conception. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un intérêt. Et là, cette présentation, c'est vraiment pour essayer de passer le message. Bon, on va continuer avec Daniel, mais de montrer le véritable intérêt de passer le pas. Parce que c'est vrai qu'on a des méthodes, on a des façons de travailler qu'on a depuis 10, 15, 20 ans. On a des fois du mal à en changer, mais là, on n'a pas le choix, il faut le faire. On a eu un répit, on va dire, gouvernemental, parce qu'il y a pendant un moment, ça devait être obligatoire il y a quelques années. Ça l'est pas, mais les clients le demandent. Hein. Donc, quasiment maintenant, les affaires que l'on a, nous, c'est 95% de nos affaires, c'est en BIM. Donc, si on n'avait pas pris le pli, on aurait été mal actuellement. Donc, c'est vraiment une prise de décision importante. Tout à fait. Et il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas penser que ça suffit d'acheter un logiciel et de faire une formation. Il n'y a pas que ça, oui. Il n'y a pas que ça, ouais. Et pour justement pour la réflexion, encore une fois, j'insiste, je vous invite à déjà d'ores et déjà mettre vos réflexions, et questions et commentaires sur le chat, question de les reprendre tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit il ne faut pas être naïf, il ne faut pas penser que c'est question de logiciel de formation. Oui, il y a une approche stratégique dans la stratégie de l'entreprise. Je pense que vous savez peut-être tous un jour ou un autre entendu parler de l'analyse SWOT, oui, l'analyse qui parle des forces, faiblesses, menaces et opportunités. Oui. Chacun doit faire
par rapport aux forces et faiblesses de sa société, son analyse, nous, on vous propose au moins d'aborder quelques sujets qui sont liés aux opportunités et aux menaces. Oui, vous savez bien, les forces et faiblesses, quand on les analyse, ce sont forces et faiblesses à moi, en quoi je suis fort, en quoi je suis faible. Les opportunités et les menaces, ce sont celles du contexte. Oui, ce sont des choses qui succèdent ailleurs et qui ont une influence sur mon activité. Oui, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une opportunité au niveau économique, qu'il y a des essais dans la transition numérique. Il faut les savoir, il faut les connaître, il faut y aller, il faut profiter. Oui, il y a tout un contexte dans les plans BIM 2022 qui étaient prolongés, les PTMB précédemment qui avaient 20 millions d'euros pour le développement du BIM. La filière du bâtiment évolue vers la numérisation. Il y a des aides pour ça. Ça, c'est quelque chose du contexte. C'est extérieur à vos sociétés. Il faut s'en former parce que c'est une opportunité. Le risque, c'est qu'on est dans une vague qui est un mouvement. On ne sait pas, effectivement, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'il va se passer dans 5 ou 10 ans dans les BIM. Est-ce que le logiciel que je vais prendre aujourd'hui, ça va être toujours au même niveau de disponibilité ou au même niveau d'interopérabilité dans 5 ans? Comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que vont évoluer les différentes méthodes de travail? Ouais, tout ça évolue très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut, pour éviter ces risques-là, ou pour maîtriser ces risques-là, il faut bien s'informer et avoir des visibilités. Il y a des problèmes techniques, des opportunités, c'est qu'il y a cette évolution du numérique dans les métiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas être seul. On parlait tout à l'heure des partenaires. Il faut être clair, si on décide d'y aller au BIM, on est accompagné de tout un mouvement qui va avec. On n'est pas des acteurs isolés dans cette évolution vers la transition numérique. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas encore une maturité bien établie et bien ancrée dans l'ensemble des acteurs. On peut se retrouver avec des maîtres d'ouvrage qui nous exigent des choses qui ne sont pas claires. On peut se retrouver avec des partenaires qui disent maîtriser les sujets et qui se montrent défaillants lors d'une action. Hein? Il faut maîtriser ce risque-là. Il y a tout un contexte normatif et réglementaire. Et ça, ce sont des exemples. Oui, justement, c'est à quoi on va vous inviter, c'est à réfléchir à tout ça. Oui. L'ARE 2020, les nouveaux CCHE, des problèmes d'environnement, l'analyse des cycles de vie, ce sont des choses qui sont de plus en plus liées à l'utilisation des logiciels, à l'utilisation d'outils métiers. Oui, ça passe de plus en plus par ce type d'outils, c'est-à-dire que les contextes réglementaires nous amènent à faire appel à des outils numériques qui ont la capacité de traiter ça. Pas tous ces outils numériques sont en BIM, c'est-à-dire pas tous arrivent effectivement à récupérer d'une maquette numérique de cet ouvrage collectif des informations, mais c'est la tendance. Ouais. Par contre, il faut effectivement faire en permanence une veille technologique et normative. Par exemple, pour ne pas tomber sur un logiciel aujourd'hui qui ne va pas pouvoir prendre les trains des, je dis n'importe quoi, le RE2020 ou l'analyse des cycles de vie. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais on est dans une situation et dans un contexte qui n'est pas encore ancré, qui est évolutif, et pour lesquels il faut savoir mesurer les enjeux et les risques. Hein? Ce qui est important, Daniel, je pense aussi, c'est de ne pas subir. Parce que de toute manière, il faut être honnête, on est tous obligés de s'y mettre dans le BIM, dans nos métiers, on n'a pas le choix. Parce que tout le monde va au fur et à mesure s'y mettre, même si là on essaye de passer le message qu'il faut s'y mettre, on n'a pas le choix, il faut s'y mettre. Il vaut mieux le faire dans le plaisir plutôt que dans la douleur, tout en sachant que tout évolue. Tout évolue, la façon de travailler, mais aussi certains clients ou certains rédacteurs de conventions BIM rentrent trop dans des détails qui peuvent être superflus parce qu'il y a du stockage de données, il y a pas mal d'éléments qu'il va falloir intégrer, des choses que l'on verra certainement dans d'autres BIM cafés.
mais il y a plein d'éléments à intégrer dans notre réflexion. C'est que déjà le fait de mettre un pied dedans et commencer à travailler sur le sujet, ça nous permet de ne pas se faire balader quand on aura vraiment une affaire concrète sur le BIM. Ben, je dis ça pour ceux qui pourraient débuter, pour des niveaux de détail, pour des choses, mais on va apprendre avec le temps qu'on a vraiment un intérêt de rentrer dans le BIM parce que on a une maquette à exploiter avec des données, des informations, mais ça va pouvoir nous servir à faire l'évolution du chantier dans le temps, dans les données, comme tu l'as dit, le coût de la vie. Il y a plein d'éléments et de paramètres qui peuvent arriver, mais il ne faut pas noyer tout de suite les intervenants sur ce sujet-là. Ça va se faire au fur et à mesure. C'est important de le dire qu'on ne va pas recevoir toutes ces informations et être noyé tout de suite. C'est que les choses, elles se font, plus on travaille sur ce genre de méthode, plus on se rend compte de l'intérêt d'apporter tel paramètre ou tel autre. Tout à fait. Et là, on est peut-être un peu dépassé. On aimerait bien déjà avoir un retour. Je ne sais pas s'il y a des commentaires entre ceux qui sont présents, des réflexions, ou est-ce que les sujets qu'on a évoqués vous déclenchent des réflexions nouvelles ou une approche différente que vous saviez déjà écouter sur le BIM. N'hésitez pas à ouvrir vos microphones et intervenir. De toute manière, Daniel, le but là, c'est vraiment de sensibiliser à intégrer le BIM à un moment ou à un autre. Vraiment, c'est ça. Et bon, on va peut-être l'évoquer après ou on l'évoque maintenant. Mais il y a aussi des pièges dans les nouvelles façons de faire, de travailler, d'outils et autres. Ben, il y a des pièges qui sont le côté, on va mettre beaucoup d'énergie sur un sujet et pas assez sur un autre. On ne sait peut-être pas où orienter notre réflexion parce que on a plein d'informations qui nous arrivent. Il suffit d'aller sur le salon BIMworld ou alors récolter des informations des uns et des autres. On reçoit plein d'informations, mais on ne sait pas forcément filtrer tout ça. Donc, je pense que déjà au sein du CINOB, avec le GT BIM, on a quand même tous individuellement travaillé sur des sujets et autres, comme le journal de BIM sur lequel on avait travaillé il y a au moins un an maintenant, voire deux. Donc, on a quand même pu un peu dégrossir certaines choses. Et on travaille aussi avec ADN sur certains sujets pour, on va dire, dégrossir les différentes réflexions sur le BIM. Mais quand on a commencé, enfin, on commence à sortir un peu de toutes ces réflexions, on se rend compte réellement de l'intérêt de travailler avec le BIM. Même moi, quand j'ai des fois des petites affaires qui m'arrivent en AutoCAD, je demande toujours à un ingénieur ou à un technicien de mon équipe s'il n'y a pas moyen de basculer ça en BIM, quitte à faire nous-mêmes des interventions et des modifications, parce que je me rends compte de l'intérêt. Et puis, même si on a perdu beaucoup de temps pendant quelques années, maintenant, on va dire qu'on peut en gagner, surtout pour l'exploitation du bâtiment et les différentes données qui pourraient être utilisées après. Mais le but aussi de cet échange ce matin, c'est vraiment une décision de RH ou de dirigeant d'entreprise. J'y vais pas. Là, je vois Henri. que Henri Cerveau a une question. Henri? Oui. Oui, donc j'avais. Oui, moi, je suis conseil, quoi. Je suis AMO pour des opérations publiques d'investissement, à la fois de l'espace ou du bâtiment. J'ai eu la chance d'avoir un maître d'ouvrage, Chambre des métiers, qui soit volontaire dans l'approche BIM, ce qui m'a permis de me familiariser en tant qu'AMO sur les processus de capture, de fabrication de maquettes. Et on commence le processus étude avec l'équipe retenue. Bon, il y a un BIM manager, etc. Mais en tant que conseil, comment est-ce que je peux promouvoir ou en tout cas faire valoir auprès de d'autres maîtres d'ouvrage, d'une part, et ensuite quels sont les outils qui seraient, quel impact sur ma démarche de travail, je veux dire la maquette BIM et puis l'évolution du regard sur le travail des concepteurs,
voilà, qu'est-ce que ça pourrait, comment faut-il envisager? Et je pense qu'on est plein dedans. Oui, tu voulais dire quelque chose, mais non, non. Oui, non, mais vas-y, je te laisse répondre et je compléterai si besoin. Oui, je pense qu'on est plein dedans parce que là, on parle justement d'un problème des partenaires, comme on avait dit, oui, d'un problème d'évolution de l'activité, oui, comme on avait dit, et des changements des routines de travail. C'est-à-dire, on aborde les trois sujets qu'on a présentés. Alors, je pense que déjà, la question est plein dedans les sujets. Et question principale, et si je comprends bien, Henri, vous êtes un AMO généraliste, ce n'est pas un AMO spécifique du BIM. C'est-à-dire que les BIM, pour vous, en tant qu'AMO, ça peut vous apporter, et là on parle de vous, hein, on ne parle pas de votre maître d'ouvrage, on parle de vous. Oui. La maquette, par exemple, c'est un excellent moyen pour mieux contrôler les programmes, pour mieux vérifier que les exigences programmatiques ont été respectées par la maîtrise d'œuvre. Oui, c'est un bon outil, c'est-à-dire c'est un outil très dynamique pour ça. Vous pouvez extraire de la maquette numérique les programmes et vous pouvez rassurer votre maître d'ouvrage dans le sens où les programmes étaient respectés en termes de… Voilà. Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi quand vous, parce que vous êtes AMO, vous accompagnez votre maître d'ouvrage dans la définition des exigences, exigences aussi bien au niveau de respect du programme fonctionnel que du respect des performances. Comme on vient de dire, il y a de plus en plus des outils qui analysent, qui ont la capacité d'analyser et d'anticiper les performances d'un bâtiment. Oui, qui émet par exemple des rapports. C'est-à-dire que désormais, ce n'est pas tout simplement un document écrit dans lequel quelqu'un déclare, on est dans les déclaratifs, dans un Word, oui, je respecte, que de voir un logiciel qui fait un calcul performantiel et qui émet un rapport. C'est-à-dire que vous, en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage, vous pouvez conseiller à votre maître d'ouvrage, oui, là on parle de vous, de votre société, du changement des processus de travail et de votre rapport avec vos partenaires, vous pouvez conseiller à votre maîtrise d'ouvrage en disant, voilà, si on prend ce type d'exigences associées aux exigences programmatiques et fonctionnelles du bâtiment, on en rajoute une exigence procédurielle, on fiabilise les projets. Une chose, je me permets de compléter, Daniel. Étant donné, je l'ai évoqué tout à l'heure, que l'on travaille sur une maquette, enfin sur un support, et en fait on construit même, bon, c'est pas le plus important du BIM, mais ça en fait quand même partie, c'est le modeling. On fait quand même un document 3D avec l'intervention de tous les corps d'état. Donc il y a un risque d'erreur qui est minimisé. Donc c'est un gain de temps, de coût, d'organisation, et même quand on amène les matériaux sur un chantier, il suffit qu'on soit sur un espace un peu plus restreint, on peut organiser le chantier avec ce qui est déposé, stocké, envoyé. Il y a toute une organisation qui est encore en évolution, hein, le BIM, hein, tout évolue, mais il y a quand même des choses qui existent et qui fonctionnent, et franchement, c'est un intérêt majeur de faire intervenir le BIM dans un début de chantier parce qu'on peut intégrer beaucoup de choses. Et même derrière, utiliser la maquette pour la maintenance, la durée de vie de certains matériaux, les changements à prévoir, les remplacements de documents, de fenêtres et autres, je ne sais pas, dans 10 ans. Donc, ça intègre beaucoup de paramètres. Je vois que Patrick a une intervention, demande une intervention. Oui, j'ai vu, effectivement, sur le… Ah, pardon, oui. Patrick. Vous m'entendez? Oui. Henri, nous faisons le même métier. Je suis également AMO et je voudrais compléter sur ce qu'évoquaient donc Daniel et Benoît. Au stade très amont, quand je dis on fait le même métier, on a la même clientèle. Et au stade très amont, tout ce qui est public est extraordinairement en arrière de la main concernant le BIM. Pour plusieurs raisons, et des raisons qui sont liées à leur taille, à leur organisation interne, etc. Pour nous,
un des intérêts particuliers du BIM, indépendamment de toute autre chose, c'est la communication. C'est un support fantastique d'aide à la communication autour des projets. Alors après ça, et derrière, du point de vue technique, la plupart de nos clients ne sont pas organisés et ne veulent pas l'être, parce que c'est coûteux pour eux, pour mettre en place des outils, et en particulier des outils de maintenance. Souvent, et malheureusement c'est la grande formule, ce n'est pas le même service, à savoir que le donneur d'ordre, le gestionnaire de projet en amont n'a rien à voir du point de vue administratif avec ceux qui suivent les travaux, qui n'ont rien à voir avec ceux qui exploitent. Donc en fait, il est nécessaire que le client se réorganise complètement, ce qui va prendre des années avant de pouvoir le faire. Mais je reviens sur la communication. Là, les élus, aussi bien que les services, sont très sensibles aux apports que ça peut représenter. Oui, tout à fait. Et ce qu'il dit Patrick, avec son expérience et aussi bien l'expérience de Benoît, j'ai rebondi un peu sur la question d'Henri. Justement, il faut savoir que dans les métiers de l'AMO, les BIM arrivent. Encore une fois, ça va arriver. Les AMO vont être exigés à pouvoir savoir répondre en BIM. Est-ce qu'on le fait tout seul et on monte en compétence, ou est-ce qu'on cherche un partenaire, ou est-ce qu'on cherche un sous-traitant? Ça, c'est une décision d'entreprise. Encore une fois, une modification qui va nous amener à prendre des décisions stratégiques par rapport au développement de notre entreprise. Sachant que pour ça, il faut savoir monter en compétence, avoir une veille technologique. Ouais, il y a des exigences pour pouvoir accompagner l'environnement. Ouais. Il faut savoir maîtriser les sujets. Oui, et il faut ça pour pouvoir bien conseiller notre maître d'ouvrage et savoir comment le faire. Oui. Et pour rassurer, Daniel, maîtriser le sujet, on ne maîtrisera jamais assez. Donc, c'est vraiment savoir où chercher et principalement où trouver les bonnes informations, les beaux conseils pour continuer à grandir sur ce domaine. Et puis pour faire vivre nos métiers. C'est aussi une opportunité Enfin, on n'a pas de routine dans nos métiers parce que l'évolution se fait régulièrement et c'est bien, on ne va pas s'en plaindre. Donc voilà, on va toujours être en évolution pour comprendre le besoin, l'intérêt. Et le BIM, c'est comme on l'évoque, il y a aussi tout ce qui est interopérabilité, mais aussi données qui sont importantes, qu'il va falloir stocker et savoir si c'est utile, pas utile, parce que comme aussi dans le BIM, il y a eu son travers, pour beaucoup de niveaux de détail pour des choses inutiles, le level of development, des fois on donne des niveaux de détail totalement inutiles, exigés par un client, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il en est, mais ils se disent, bon allez, on peut autant avoir ceinture, bretelle et autres, quand c'est totalement inutile. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi l'équilibre. Oui. Ne pas trop en faire non plus. Oui, Jean-Lionel. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai plusieurs réactions en fait quand j'entends les échanges. Alors globalement, donc chez Synapse Construction que je dirige, on essaye tant que faire se peut de se développer sur cette compétence BIM en enrichissant nos métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore franchi le pas de l'embauche d'un BIM manager interne. Mais vous entendez dans le propos, quand je dis on n'a pas franchi le pas, c'est qu'on ne s'interdit pas de le faire un jour. Par contre, on rencontre plusieurs freins. Un projet, il vit dans sa phase de conception, il vit dans sa phase de réalisation, il vit dans sa phase d'exploitation. Clairement, le BIM a pour objectif de permettre, de faciliter, d'optimiser une exploitation de bâtiment. La conception, finalement, dans la durée de vie du bâtiment, elle est tellement anecdotique que, même si elle est décisive, elle reste anecdotique à la fois dans son investissement et à la fois dans sa temporalité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que peu de gens il n'y a pas encore assez de monde a priori qui est capable, qui a le souhait de passer le BIM dès la phase de conception. Quand on est confronté à des partenaires qui ne l'ont pas fait, on a du mal à les emmener pour tous les freins que vous avez évoqués précédemment. Sur la partie réalisation, il nous arrive bien souvent encore de développer une maquette numérique en conception
qui ensuite est clairement laissé de côté en phase réalisation parce que les entreprises, selon les tailles de projet, on n'a pas les mêmes tailles d'entreprise et certaines ne sont pas encore équipées pour exploiter une maquette en phase réalisation. Autre point d'ailleurs, et ça on le vit actuellement sur un gros projet lyonnais, une maquette de conception approximative amène des gros problèmes en chantier, en phase réalisation, il faut refaire une maquette. Donc là encore, on est confronté à un frein de maquette et je pense qu'il y a la maquette et je pense qu'il manque sans doute soit de la prise de responsabilité ou de la désignation de responsabilité sur la réalisation et l'exploitation d'une maquette, je parle en phase réalisation. Et puis le dernier point, c'est sur la phase exploitation de bâtiments. Alors permettez-moi de changer de casquette à cet instant-là. Je suis élu d'une commune locale et notamment en lien sur la commission des bâtiments sur une commune de localité autour de Lyon. Et clairement, nous ne sommes pas équipés pour exploiter des maquettes numériques en phase exploitation de bâtiments. Et pourtant, on a des bâtiments qui sont récents, hein, on en a du 2012, et on a un projet d'un gros groupe scolaire, enfin, un groupe scolaire à 8 millions d'euros sur la commune. Les équipes de maîtrise d'œuvre ont été désignées pour travailler sur le concours. Elles vont travailler en BIM. Je ne me fais pas d'illusions. Aujourd'hui, le personnel de la commune n'est pas prêt, n'est pas capable d'exploiter une maquette numérique en phase exploitation de bâtiment. Et aujourd'hui, il y a vraiment une éducation à mener, et c'est peut-être le rôle un des rôles que peut prendre Sinov, justement, c'est de communiquer et d'accompagner les maîtres d'ouvrage. Et du coup, je fais un parallèle avec ce qui avait été fait à un moment, le Tour de France des maîtres d'ouvrage pour vendre la prestation intellectuelle. Y a-t-il quelque chose à lancer, peut-être est-ce déjà le cas, sur l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, une sorte de Tour de France pour expliquer tous les enjeux d'une maquette numérique et comment on se forme et au passage vendre des formations. C'est très bien, Jean-Lionel, et je vais réagir de la même façon que j'ai réagi avec Henri. Je pense que je me réjouis de voir que le sujet est bien pris dans sa dimension, parce qu'effectivement, encore une fois, votre intervention est tout à fait en ligne avec la problématique qu'on évoque dans ces petits déjeuners. C'est-à-dire, là, on est clairement dans un problème de maturité de l'environnement. On veut y aller, mais est-ce que l'environnement est mature, aussi bien du côté des donneurs d'ordre que du côté des partenaires, pour qu'on puisse y aller? Et effectivement, c'est tout le frein qu'on retrouve aujourd'hui. Et on n'a pas de solution encore pour ça, si ce n'est pas des... je vais utiliser une formule qui était un peu développée par Olivier Selny, qui dirige le Master BIM de l'École des Ponts et l'ESTP. C'est le BIM égoïste. Vous avez bien parlé, vous êtes en train de franchir les pas. Et Benoît, tout à l'heure, parlait de certains projets qui arrivent en DWG et qu'il a envie de les faire en maquette numérique, tout simplement parce que ça lui convient. Ouais. Il y a deux approches. Il y a l'approche du changement de mes processus de travail et comment est-ce que je m'intègre sur un contexte qui n'est pas encore suffisamment mature. Ouais. Mais peut-être, Benoît, tu es plus proche justement de cette problématique métier quotidienne. Comme l'a évoqué Lionel, c'est ça. On n'est pas tous à un même degré de maturité et d'avancement dans nos réflexions, dans notre façon de travailler. Mais idéalement, aussi, idéalement, on va tous s'y mettre avec le temps, mais il y a aussi, je pense, une problématique de responsabilité par rapport à la donnée et la maquette en elle-même. Quand on fait un appel d'offres, même nous, en tant que bureau d'études, on n'aime pas trop que l'entreprise reprenne nos plans et notre étude pour faire leur phase exécution. Et la maquette numérique, il y a une responsabilité aussi d'intégration de la phase conception et exécution. Donc, on serait tenté de dire que ce n'est pas forcément la même maquette. Ça fait que le niveau de détail dans la conception devrait être un peu moindre que dans celle de l'exécution. Alors là, il y a aussi des choses à savoir, est-ce qu'on se partage les maquettes ou pas? Est-ce que c'est la même qui évolue? Je pense qu'il y a encore des réflexions à avoir sur ce côté
assurance et responsabilité d'avancement sur une maquette. Ouais, mais je voudrais tout simplement réagir aussi à une question qui évoquait Jean-Lionel par rapport aux actions des Sinov. Je pense qu'on est plein dedans par rapport au diagnostic et on est tout à fait en ligne par rapport à la décision des actions. Ces petits déjeuners-là, on l'avait évoqué tout au début, ajustement par action de rapprocher les gens, d'essayer je ne veux pas dire acculturer, mais voilà, de mettre les sujets sur le tapis. Par ailleurs, des participants du groupe de travail BIM et transition numérique travaillent avec les collèges AMO. Je ne sais pas si vous savez, le collège AMO a publié une fascicule, et maintenant il y a un site internet sur des 52 actions d'AMO qui peuvent avoir lieu. Et on travaille avec ces collèges-là pour intégrer les missions d'AMOBIM, justement à cette liste d'actions. Ouais. On travaille du côté des intégrants du groupe de travail BIM et transition numérique, participent aux discussions pour la définition qui mène Sinov avec l'UNSFA et leurs architectes dans la production d'un contrat et c'est pas des co-traitants, c'est des groupements. Ouais. Et où on intègre justement les missions de BIM Manager. C'est-à-dire on est dans les groupes de transition, des groupes de travail BIM et transition numérique, on essaye justement de participer à toutes ces actions-là et on est tout à fait conscient qu'il y a tout un environnement sur lequel il faut agir et il faut travailler. Et évoluer. Il y a des questions apparemment. Oui. Didier? Oui, un petit peu dans la continuité là, des échanges autour du positionnement du maître d'ouvrage. Effectivement, je pense qu'il a un rôle primordial à jouer dans l'évolution des pratiques. Le coût d'exploitation est effectivement estimé, selon les types d'ouvrages, 70 à 80% du coût global d'un bâtiment. Et donc, cette phase-là est particulièrement déterminante. Je voudrais amener à réfléchir un petit peu sur la notion de cas d'usage, en fait. Est-ce que le maître d'ouvrage, aujourd'hui, est vraiment en capacité de définir les cas d'usage qui lui permettront finalement d'améliorer son organisation, la gestion de son patrimoine, comme le disait Jean-Yves Amblard, je crois. Aujourd'hui, il y a effectivement cette question-là, et Sinov a peut-être un rôle à jouer pour éclairer cette notion de cas d'usage, et derrière ces cas d'usage, mettre en place l'organisation, les équipes projets qui répondront au mieux à ces cas d'usage. Parce que ces cas d'usage, finalement, c'est le moyen d'aligner un petit peu l'ensemble des intérêts au service du projet. Chaque acteur, finalement, dans sa spécialité, peut voir le BIM comme un investissement et forcément rechercher quelle est la manière la plus efficiente pour obtenir ce retour sur investissement. Mais si on cumule l'ensemble des intérêts, malheureusement, ça ne fait pas forcément l'intérêt général au service du projet. Donc, je voulais revenir sur cette notion de la capacité du maître d'ouvrage à entraîner finalement l'ensemble des acteurs à mieux travailler ensemble au travers de ces pratiques numériques, quoi, en quelque sorte. Et peut-être voir le livrable non pas comme simplement une belle vue du projet, une vue 3D, mais comme la constitution d'une base de données produite collectivement et qui répondra effectivement à des cas d'usage clairement exprimés et où chacun pourra apporter sa contribution. Donc là, je lance peut-être un petit peu le débat sur cette notion de livrable numérique et non pas simplement
un modèle 3D, mais une base de données. Et ce qui facilite d'ailleurs après la notion de gestion de niveau de détail, comme l'a précisé Benoît, parce que si on se limite à la 3D, on arrive tout de suite à des blocages. Si on considère l'objet comme un jeu de propriété, finalement, cette notion de niveau de détail, la difficulté à gérer ce niveau de détail disparaît, puisque du cas d'usage, on est en capacité d'identifier les propriétés finalement qui servent à traiter ce cas d'usage et donc derrière à définir les objets qui vont être manipulés par les acteurs dans le cadre de leurs différentes missions. Donc voilà un petit peu comment dire, ma contribution à ce débat, et j'aurais bien aimé vous entendre sur ce sujet, sur la notion de cas d'usage et de livrable numérique au sens base de données, pas forcément modèle géométrique 3D. Là, Didier, comme on l'évoquait, on est tout à fait d'accord avec toi sur ce domaine de livrable et autres. Là, c'était juste vraiment, comme le dit le titre, c'est une approche pour s'engager. Pas forcément rentrer dans le détail et de tout ce qui est attendu, parce que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mais c'est vraiment déjà de se dire, j'y vais pas, même si on le sait tous, hein, je pense qu'on est tous à cette réunion, et qu'on le sait très bien, et l'intérêt, et qu'il faut y aller. Après, toutes ces données, toutes ces informations, ça, c'est des éléments qu'il va falloir intégrer dans nos études, dans nos réflexions et dans notre lien avec le maître d'ouvrage. Oui, je suis d'accord dans le sens où on n'est pas maintenant pour rentrer dans un domaine technique, mais effectivement, Didier, il y a une question que tu évoques qui est tout à fait en ligne avec ce qu'on discute aujourd'hui, et encore une fois, c'est lié à la question de la maturité de l'environnement, et je parle aussi directement à Henri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des maîtres d'ouvrage qui exigent du BIM ne sont pas capables d'identifier des cas d'usage. Oui. Rappelons, les cas d'usage, c'est une façon spécifique d'exploiter la maquette numérique. Comme on disait avec Henri, extraire les programmes, c'est un cas d'usage. Mais la plupart des maîtres d'ouvrage ne sont pas capables d'identifier la façon dont ces processus de travail vont être modifiés par les BIM pour identifier des cas d'usage. Et en tant qu'AMO, parfois, c'est très difficile de leur faire comprendre qu'ils sont une démarche, qu'ils sont ce qui structure la démarche BIM et qu'il faut qu'ils puissent identifier l'apport en plus-value du BIM pour ces processus internes. C'est-à-dire, là, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Didier, c'est à la maîtrise d'ouvrage de définir en gros les cas d'usage. Et on est dans un problème de maturité BIM de l'environnement. La plupart des maîtres d'ouvrage passent sur une formule de dire si j'exige du BIM à ma maîtrise d'œuvre, je vais avoir un meilleur projet, n'est-ce pas? Chose qui est complètement faux et complètement ridicule. Attends, là, je suis en visio. Là. Oui, Marc Thomas. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je voulais faire remonter. Alors, j'ai un bureau d'études de structure sur Bordeaux. Hein. On fait de maîtrise d'œuvre exécution. Le BIM, moi, je suis convaincu qu'il faut y aller. J'ai même un projeteur qui a fait la formation de BIM Manager pour pouvoir anticiper un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ce que vous disiez au départ, on n'est pas tous au même niveau et que c'est très compliqué de discuter avec des partenaires bureaux d'études ou entreprises. Après, moi, je pense que le BIM, alors nous, on fait, on va dire, 70% d'exécution et 30% de maîtrise d'œuvre. Pour nous, c'est une chance. On parlait tout à l'heure de transmettre et d'avoir plusieurs maquettes numériques. Moi, je suis convaincu qu'il faut que les maîtres d'ouvrage comprennent qu'à partir du moment où on est en BIM, le bureau d'études, il fait de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la réalisation du bâtiment. Il ne faut pas changer. Enfin, moi, je milite pour ça, hein, pour ne pas changer de bureau d'études, et c'est lui qui doit faire l'exécution à l'arrivée. D'autant plus que nous, en structure, c'est impossible. Le BIM, quand vous faites de l'exécution, on ne peut pas sortir les plans de ferraillage, etc. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on en arrive à la conclusion que la maquette numérique, c'est presque le dossier DOE à la fin du chantier. Voilà. On calcule les poutres parce que là, on vient d'avoir 2 ou 3 exemples.
où des maquettes nous sont arrivées au stade de conception. Certes, les poutres sont dessinées, mais elles n'ont pas été calculées. Et quand vous calculez la poutre et qu'elle fait 2 fois la taille qui était prévue en conception, il y a quand même un souci à l'arrivée dans l'exécution. Voilà. Et je vois, moi, j'ai 5 personnes qui sont sur le BIM. En exécution, on est rendu à garder les réflexes AutoCAD et on calcule et on fait la maquette numérique à la fin parce que c'est trop compliqué à modifier au fur et à mesure. Voilà. C'était un petit retour de terrain que je voulais faire. Non, mais moi, je vous rejoins. Nous, dans la partie électricité, courant fort, courant faible, c'est un peu le même sujet. C'est quand même. Mais normalement, celui qui fait la conception, c'est pas lui qui fait l'exécution. Enfin, en tout cas, en France, c'est comme ça sur d'autres projets ou à l'étranger. Malheureusement, c'est ça. Mais ça devrait pas l'être, je pense. Avec le BIM, ça devrait plus l'être. Ça devrait plus l'être. C'est la responsabilité de l'entreprise aussi. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a des sujets là qui posent question. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais effectivement, Thomas, encore une fois, concernant les sujets de cette BIM Café, effectivement, il faut savoir que les contextes, que les BIM ouvrent des possibilités à aller conquérir des nouveaux... pas les conquérir, parce qu'en effet, c'était des choses qui nous appartenaient déjà en tant que maître d'œuvre. Oui, à la base, je suis architecte. Oui, alors, et les architectes commence à réfléchir dans le sens de dire, oui, ce sont des discussions qu'il y a au sein de l'ordre des architectes de l'UNSFA, les BIM devraient nous permettre de reprendre les travaux de synthèse. Oui, parce qu'effectivement, c'est la même réflexion que vous faites, Marc. À la fin, on filme maquette numérique, on dessine tout, on produit tout, on a la capacité technique et les savoir-faire. Pourquoi pas récupérer chez nous les synthèses et les excès, ouais. Mais effectivement, là on est dans la reconnaissance et dans la perception de ces changements dans la chaîne de production, de ces changements d'habitude, de cette évolution, changement, évolution, reprise, on peut les appeler comme on veut, mais effectivement, il faut être attentif et alerte parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir suite au déploiement du BIM. Et là, il faut savoir se positionner pour aller récupérer des parts de marché. Oui, tout à fait. Donc, on commence à prendre des missions de synthèse complètes. Oui. Voilà. Je pense, Daniel, vous continuez, parce que là, il est déjà quand même 9h28, donc on est censé finir dans 2 minutes. Ouais, voilà. Mais déjà, voilà, on vous remercie parce qu'effectivement, quand on se lance sur cette nouvelle action, et on ne sait pas comment ça va se passer. Et je suis content de voir qu'il y a des échanges, que les sujets mis sur la table a permis justement de faire ces allers-retours. Je vous remercie pour cela, je vous remercie pour votre participation, je vous remercie. Et parce que de ces côtés-là, quand on décide d'animer quelque chose, on ne sait pas toujours comment ça va marcher. Et tout simplement vous dire, voilà, vous voyez sur l'écran les prochains BIM, les prochains sujets des BIM Café qui sont prévus. Oui. Et n'hésitez pas à nous faire parvenir des sujets qui vous considérez qui sont importants. Et je passerai un message. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe de travail BIM et transition numérique. Exactement. Comme vous voyez, ce n'est pas un espace de geeks, c'est un espace où on parle de tout ça. Ce n'est pas un espace où on parle des problématiques de nos TPE, de nos PME, de nos métiers. Oui, et comme vous voyez, depuis les groupes de transition numérique, qui est un groupe de travail fédéral, on travaille avec d'autres actions pour justement que les BIM ne soient pas quelque chose éloigné des difficiles accès, mais où on puisse justement partager nos retours d'expérience et avancer ensemble. Exactement. On a d'ailleurs un groupe de travail BIM la semaine prochaine en visio de 14h à 15h. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que plus on a d'intervenants, plus de réflexions nouvelles, c'est toujours intéressant d'échanger. OK. Et pour rejoindre le groupe de travail BIM, je suppose que vous savez tous peut-être, vous avez accès aux adresses mail d'Arnaud Chafoutot ou des
Ah, des Godefroy. Peut-être, oui. Ouais, je vous invite à trouver ça, sinon je peux essayer de le mettre dans la discussion, mais voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre parce qu'effectivement, comme vous voyez, on traite, j'insiste, des sujets et, d'une façon accessible, c'est l'objectif. Oui, on participe aussi. Et là, Didier prend la main là-dessus, dans la représentation auprès de l'AFNOR, dans tout ce qui est normalisation et action de pré-normalisation. Le groupe de travail BIM a besoin de gens qui viennent nous accompagner et il est conçu comme un espace d'influence dans les BIM pour défendre justement les intérêts de nos TPE, PME dans lesquels on travaille. Est-ce que l'on aura la vidéo en direct sur un site quelconque? Pardon? Est-ce qu'on aura la vidéo de ce café sur un site quelconque? Je sais qu'il est enregistré. Je laisse Inès réagir là-dessus parce que voilà, je ne sais pas comment est-ce que ça va être mis à disposition ou non. Merci à tous en tout cas. Et si vous Oui, voulez, merci aussi. si vous attendez 2 minutes, je vais mettre sur la discussion l'adresse mail des Godefroy, oui, à qui vous pouvez contacter pour que vous soyez invité au prochain groupe de travail BIM. Bien, merci à Patrick d'avoir réagi sur la fonction d'AMO et du fait qu'on partage le même métier, quoi. Henri, si tu veux qu'on échange en direct, il n'y a absolument aucun souci. Je t'envoie mon mail ou un numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, oui. Échange de bons procédés. Voilà, non, c'est super. Ok, comment te joindre, Henri, toi? Alors moi, je te donne mon numéro de téléphone, quoi, le 06 92 67 84 50. Attends, 06 92 67 84 50. 84 50. Voilà. Et tu peux envoyer un SMS pour me donner tes coordonnées. Ça va se passer ainsi. Par exemple, voilà. Voilà. Bon, merci à tous. On est un peu sur la limite. Voilà. Merci à toi, Benoît, pour partager cet espace et cette organisation avec moi. Merci, Sinov, merci, Inès, pour toute l'organisation. N'hésitez pas, si vous êtes satisfait de cette café BIM, de parler de ça et d'essayer que ce soit une action qui amène de plus en plus de gens. Et encore une fois, on vous attend, si possible, aux prochaines réunions du groupe de travail BIM et transition numérique. Merci, bonne journée. Ok, merci. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée à tous. L'adresse mail, là, je sais pas. Allez.